Ça, c'était hommage à notre grande figure emblématique de Dadibundu Dia Congo, celui qui se battait pour les causes des peuples Congo, celui qui a été assassiné, tué par Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. J'insiste parce que assassiner quelqu'un n'est pas toujours prendre une arme, aller la battre. Mais on peut assassiner quelqu'un par plusieurs méthodes. Et la méthode que Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi ont utilisée pour tuer à petit feu notre leader, le leader de Dadibundu Dia Congo, celui qui luttait pour les causes des Congo, intellectuellement, comme vous aimez tellement l'intellectualisme, intellectuellement, il était très instruit et il défendait les causes Congo avec les preuves et l'histoire à l'appui. Donc, notre leader, le leader
Nemwanansemi a mis fin à ses jours par la complicité de l'éliminer par Félix Tshisekedi, qui l'avait interné, qui avait été, sa milice avait été saccagée, les lieux où habiter, où se rassembler les Djibouti Congo devant son peuple, c'était déjà devant ses membres, ça c'est déjà une humiliation. Et l'interner dans un hôpital psychiatrique. Donc, selon Félix Tshisekedi, lui qui est bourrique, lui qui n'a jamais obtenu aucun diplôme de sa vie, tout comme son père homologue Denis Sassou Nguesso, trouvait que les explications ou les informations que donnaient ou les cours, parce que oui, on va le dire que Nemwanansemi donnait presque les cours parce que quand il venait avec ses documents pour nous expliquer l'histoire du Congo avec un grand K, ça faisait du sens. Donc, Mwanasemi parlait déjà du fédéralisme. Il faut être franc, il faut savoir reconnaître les autres, avant même que moi, maman Olga, je sache que je commence à venir parler à mon peuple, de revendiquer ce fédéralisme devant ce peuple Congo. Donc, nous devons reconnaître le travail fait par nos anciens, ceux qui sont dans la vérité, ceux qui nous apprennent quelque chose, ceux qui nous laissent aussi quelque chose. Donc, Nemwanansemi nous a laissé le combat du fédéralisme. Et comme je venais de vous le dire, sans se rendre compte, parce que nous, en tant que jeunes, oui, parce qu'on est quand même plus jeune que lui, nous sommes venus avec le fédéralisme en rassemblant aussi notre peuple du Congo-Brazzaville par rapport à tout ce qui se passait, par rapport au massacre que Denis Sassou Nguesso a commis auprès de ce peuple Congo devant toute cette communauté internationale qui vient toujours nous parler de la défense des peuples. Mais ce que nous constatons, cette défense de peuple n'a jamais eu lieu. Alors, avant de commencer le but de ma vidéo, puisque nous sommes là pour venir informer notre peuple, pour venir partager le message, mobiliser, sensibiliser, éduquer notre peuple en même temps. Donc, je ne veux pas oublier de remercier ceux qui sont toujours là, qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui soutiennent le combat de Maman Olga, la vérité de Maman Olga, mon franc-parler et le temps, parce que je dirais que quand vous venez faire des commentaires sur mes vidéos, c'est le soutien. Donc vraiment, je vous dois ce respect et cette considération, d'où pendant mes vidéos, comme je dis que je lis toujours vos commentaires, donc je viens à travers mes vidéos vous remercier, dire merci. Alors aujourd'hui, je vais dire merci à ceux qui, par cette vidéo, sont venus manifester leur reconnaissance envers ma lutte. Alors, je n'oublierai de remercier Maman Esther. Maman Esther, merci à toi. Je sais que nous sommes dans tes prières. C'est pour ça qu'aujourd'hui que nous sommes fiers. Nous marchons sans crainte parce que nous savons que les mamans Esther sont là pour prier. Tous les jours, elles sont là en train de prier pour nous. Et vous qui priez pour nous dans l'ombre, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous et vous êtes là pour nous. Vous priez pour nous. Vous prenez votre temps. Le temps que nous n'avons pas, parce que nous avons le temps pour venir communiquer avec vous. Mais peut-être que ce temps-là, nous ne l'avons pas pour tout le temps aller faire des prières avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je sais que Maman Esther est là en train de prier. Maman bolongo na toto yanke na kusambila samu na beto. Maman Esther na ba bancha kakinke na kacha ombre inke sambila samu na beto. Merci à Beno. Matondo ya Beno mingi parce que benke sambila samu na beto, benke tula beto na kacha prière. Merci matondo mingi na BNB na BNB. Vraiment merci à Beno, merci à vous parce que vous êtes là, vous nous soutenez.
Merci à Blaise Malanda. Blaise Malanda, merci et bonjour à toi, à tous, à tout le monde. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes un bon dimanche à vous, là où vous êtes. Euh, voilà, je vais encore aller chercher d'autres éléments. Je vais aller chercher d'autres. euh, Congo Empire, merci à toi, Congo Empire. Euh, Comme je vous dis, oh maman Birongi, Dion, merci à toi, ça c'est ma chérie, hein? On peut parler, nous, on n'est pas obligé de venir là, on parle tous les jours, ça c'est ma chérie, ma grande chérie, maman Birongi, Dion. Moi, merci à Mwasi Moyindo, merci à toi vraiment. Ghislaine Siama, merci à toi, maman Ghislaine Siama, merci à toi. Oui, même si tu n'es pas d'accord avec ma façon ma compréhension, mais merci à toi parce que tu es venu regarder. Euh, merci à Nyangi Serge, merci à toi Nyangi Serge, merci Carrefour Africa, merci Rochal, Rochal Day. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as voulu dire, c'est sérieux. C'était un point d'interrogation, mais merci à toi parce que tu es venu sur ma page. Donc, merci à tous les gens, ceux dont je n'ai pas. Non, mais j'allais pas quand même oublier la grande soldate. Hein? J'allais pas oublier la grande soldate Merlin Nyombo. Hein? Soldat de Obalobaka, soldat à Tongo. Hein? Soldat à vrai souka. Donc, il y a dit depuis, il n'y a qu'à me tout là, il y a me cuise. Il y a qu'à prendre à tirer. Il y a qu'à vigila, coup de sifflet. Oh Merlin, vraiment merci Angé, Mamolga, qui pensait toujours Nangé, vraiment, le temps viendra où nous allons mener ce combat côte à côte. D'accord, soldat à Mounene, soldat à Ngolo. Donc voilà, vous l'avez vu que vous pèsez que nous oublions. Merci à Benignoso, merci à vous tous qui êtes partout dans le monde qui soutenez ce combat, car nous sommes vers la victoire. La victoire est là, parce que notre peuple commence à prendre conscience, prendre conscience. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer cette lutte. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours, nous allons gagner cette bataille, nous allons gagner cette guerre. Et vous qui êtes souvent les pasteurs qui sont toujours en train de nous dire que non, nous allons prier, c'est par les prières que nous allons libérer notre... Non, ceux qui vont faire les prières vont faire leurs prières. Ceux qui vont tenir les armes vont tenir les armes. Ceux qui vont enseigner, parce que dans une lutte, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des cuisiniers, nous avons besoin de ceux qui vont servir, nous avons besoin de ceux qui vont aller au front. Donc nous avons besoin de tout le monde. Alors ne venez pas les pasteurs, les faux pasteurs qui veulent endormir notre peuple à nous dire que Jésus va venir bientôt. Regardez en Israël. Jésus n'est pas venu avant qu'il prenne les armes. Hein. Vous interprétez la Bible de l'Israël, mais l'Israël aujourd'hui a pris les armes pour aller tirer sur les autres, pour défendre leur peuple. Parce que je ne dirais pas qu'ils veulent défendre les terres, parce que eux, ils sont en train de prendre ils sont en train de s'accaparer les terres des autres. Mais eux, que vous interprétez leur Bible, aujourd'hui, ils ont pris les armes pour aller tirer sur les autres, pour aller tirer sur l'ennemi, parce que pour eux, le peuple palestinien, c'est leur ennemi. Il faut les éliminer pour obtenir leur terre. Donc voilà, ne venez pas avec vos endormissements au peuple. Non, nous allons prier. Pendant que vous priez, vous vous enrichissez des sueurs des membres de vos églises, et pendant que vos membres sont en train de s'appauvrir. Parce qu'aujourd'hui, c'était vos membres qui devaient être riches. Quand vous voyez les Castanou, les riches comme ça, eux, ils sont riches. On va même trouver dans leur maison les millions d'argent pendant que leur peuple sont en train de mourir de faim. Pendant que son peuple au Congo-Brazzaville n'a même pas d'eau, n'a même pas d'électricité. Donc voilà comment est-ce qu'ils arnaquent les peuples. Donc nous voulons venir dire à notre peuple Congo, tous ces pasteurs-là qui viennent pour vous endormir, à vous prendre toute une journée à la prière, ne restez pas là. C'est question de vous, c'est parce qu'ils veulent
vous contrôler, en fait. Ils veulent vous contrôler. Alors, quittez le contrôle de la domination, parce que c'est une façon de vous dominer aussi. Donc voilà, nous appelons à notre peuple Congo de sortir de tous de toutes ces églises de réveil. Sortez, tous ceux qui se croient un bon Congo, vous devez sortir de ces églises de réveil, car Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà tout donné et Dieu ne va pas utiliser ces arnaqueurs, ces voleurs et violeurs en même temps pour venir sauver son peuple. Et Dieu est vrai. Dieu a dit dans la Bible, mettez-moi dans l'épreuve. Il ne vous a pas dit, il faut passer par les pasteurs. Et cette même Bible vous dit, il y aura des bons et des faux pasteurs. Alors, donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, les faux pasteurs ont pris le dessus par rapport aux vrais. Donc nous n'avons même plus des vrais pasteurs. Tous ce sont des arnaqueurs. Tous ce sont des gens qui sont là, qui veulent dominer les peuples. Tous ils sont là en train de travailler pour l'intérêt des ennemis. Alors peuples africains, faisons très attention. Sans plus tarder, le message d'aujourd'hui, comme je dis que je ne peux pas venir sans pourtant vous parler avec les images. Donc voilà, nous allons passer aux images. Voilà, ça c'est le message que je vais vous passer deux images. Cela s'est passé au sommet, de Lomé. Au sommet de Lomé, je vais passer ce message parce que ces messages-là doivent être relayés. Voilà. Donc, je dirais au passage que pendant toutes ces années, nous n'avons pas vu la CEDEAO. La CEDEAO n'était pas présente, ne serait-ce que même un témoignage de compassion à des occasions où nous avons été meurtris, attaqués. On a perdu des centaines de personnes. Un message de la part de la CEDEAO pour témoigner sa solidarité face au deuil national qui ont été décrétés plusieurs fois dans ce pays. On n'a pas vu la CEDEAO. Nous sommes tout à fait étonnés de voir l'empressement par lequel la CEDEAO arrive à mobiliser les troupes pour vouloir attaquer le Niger. C'est d'abord empêcher tout ravitaillement au Niger, empêcher que la vie se passe au Niger, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On essaie d'asphyxier les Nigériens pour que les Nigériens se soulèvent contre cette junte. Mais malheureusement, le résultat, vous l'avez tous remarqué, vous l'avez tous constaté. Nous avons, avec cette population, décrié et nous continuons à décrier ce caractère, ces sanctions iniques et cyniques contre le peuple nigérien. Le Niger, c'est un corridor essentiellement du Bénin qui nous permet de nous ravitailler. Nous sommes sans littoral. Malheureusement, le lendemain du coup d'État, ce corridor a été fermé. Nous avons des centaines de camions qui étaient sur ce corridor ce jour-là, avec beaucoup de produits, entre autres pharmaceutiques, alimentaires, des produits frais, commandés par les opérateurs économiques nigériens qui devraient rentrer par la frontière. Mais on n'a pas été compris. Automatiquement, la frontière fermée. Et aujourd'hui, je vous dis, des centaines de camions, des centaines d'opérateurs économiques ont perdu leurs biens à cause de cette situation. Mais ils continuent toujours à supporter cette junte-là, pour laquelle c'était à haut sur le volet. Les gens ne comprennent pas. Avec l'illusion démocratique qui a été entretenue par le régime déchu, montrant à la face du monde que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles au Niger. La communauté internationale a manqué de discernement
Oui. par rapport à cette situation. Oui. Nous avons juste voulu nous expliquer le 27 juillet pour que les gens comprennent en réalité qu'est-ce qui se passe au Niger. Cela n'a pas été le cas. Donc avec, comme je le disais, la rapidité et voire même une célérité, la CEDEAO a très vite fait d'organiser des troupes, non content de l'embargo qu'elle a pu imposer au Niger, que ce soit surtout pour les produits pharmaceutiques. Elle s'est crue devoir de venir attaquer le Niger pour soi-disant replacer le président Bazoum sur son pouvoir. Ça vaut quand même que c'est une utopie. On ne peut pas, dans de telles circonstances, dire qu'il va falloir venir attaquer le Niger et replacer le président. Militairement, on sait que ce n'est pas possible. C'est du domaine du fantasme. Quand nous savons dans quelles conditions se trouve le président et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons et au fort, à une seule condition. Si on force, peut-être c'est son cadavre qu'il faut chercher. Et si tel est l'objectif, peut-être que l'attaque pourrait être justifiée. Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas dans quelles conditions on pourrait revenir essayer de replacer le président Bazoum en scène. Donc, nous appelons à ce qu'on aille de l'avant, qu'on s'assoie, qu'on discute, que vous nous écoutiez, qu'on trouve les justificatifs, qu'on vous explique les raisons, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et comment nous pensons nous en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, ce forum, essentiellement, se pose la question fondamentale de savoir comment sortir de cette situation. Nous l'avons dit, nous sommes venus essentiellement pour un problème sécuritaire qui date de plus de 10 ans. Nous voulons le résoudre très rapidement. Vous connaissez la situation du Niger. Des économistes ici parmi vous qui savent un peu ce que c'est que le Niger, à tout point de vue. Donc, par rapport à ça, vous savez très bien que ce n'est pas quelque chose qui peut se régler en 6 mois ou en 9 mois. Si cela pouvait être possible, nous avons eu plus de 5000 partenaires français qui avaient été annoncés dans le Sahel depuis plus de 10 ans et qui ne sont pas arrivés à résoudre le problème. Et pourtant, qui connaît la capacité de la France? Donc, nous avons pris sur nous de dire qu'on ne va pas dépasser 3 ans. On ne dépassera pas. Bon, voilà, ça c'est le message du gouvernement, de la délégation du gouvernement des putschistes, il faut le dire, parce que même de la junte, il faut le dire. Vous avez compris. Les Occidentaux, les Français sont restés au Niger pendant plus de, là c'est les 10 ans par rapport à la mission, la dernière mission qu'ils avaient annoncée, qu'ils sont allés accomplir au Niger. Mais après 10 ans, il n'y a pas eu de solution. Les peuples africains, les peuples nigériens sont restés dans leur pauvreté, dont même eux-mêmes, les Français ou les Occidentaux ont toujours considéré le Niger comme l'un des pays les plus pauvres. Comment est-ce que vous pouvez comprendre cette communauté internationale qui nous parle toujours quand il parle de l'Afrique, il parle des pays africains, c'est toujours les pays les plus pauvres, les pays en voie de développement. Mais un continent qui est riche, tous les pays qui demeurent dans ce continent sont toujours pauvres. Le continent le plus riche dans le monde, sur cette planète, les pays demeurent dans une pauvreté absolue.
Comment est-ce que vous pouvez comprendre cette formule mathématique? Comment est-ce que vous pouvez comprendre cette logique? Et pendant ce temps, ceux qui ont des matières, des armes de guerre sophistiquées, installées, qui ont leur base militaire dans nos pays, sont incapables d'instaurer la paix, sont incapables de sécuriser les pays. Pendant 10 ans, ils sont incapables de sécuriser le pays. Mais quand le peuple, un gouvernement se réveille pour dire, le peuple se réveille pour dire qu'ils vont défendre, ils vont prendre leurs responsabilités en main, voilà que les organismes... T'es toute belle. Ok, d'accord. Tu vas pas avec Dominique? Tata? Allô? Tu vas pas avec Dominique? Tu vas pas avec Dominique? Il vient pas alors? Bah, je sais pas, moi je lui ai demandé hier. Et t'as pas, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit ok. Je lui ai dit je prends un Uber. Il m'a dit ok. Peut-être qu'il est endormi. Ah bah je sais pas, mais il faut y aller là. Mais il prend pas du temps. Essaie de voir. Essaie de frapper sur sa porte. Tu peux me fermer la porte, s'il te plaît? Parce que tu sais, comme il était en call, il n'a pas dormi cette semaine, en train de travailler toute la nuit. Excusez-moi. Donc voilà que ces mêmes pays qui sont que nous entendons chaque fois que les Occidentaux parlent de notre pays, de nos pays respectifs, c'est toujours les pays les plus pauvres, les pays en voie de développement, les pays, jamais on a parlé de nos pays dans ce que nous contenons, de ce que nous avons. C'est toujours les pays les plus pauvres, les pays où il y a le nombre des virus. Vous avez même remarqué que nous autres, là, nous avons grandi avec le paludisme. Le paludisme, ils n'ont jamais trouvé la solution du paludisme. Pourquoi? Le malaria. Pourquoi? Parce que la malaria existe que en Afrique. Parce que si le problème de malaria était ici en Occident, ils auraient déjà trouvé des solutions. Mais comme ce n'est pas les Occidentaux qui meurent de la malaria, alors ils nous laissent nous débrouiller avec cette situation de malaria parce qu'ils ne sont pas concernés, ça ne les concerne pas. Malgré que nous avons les OMS, nous avons tous ces trucs-là qui existent dans nos pays, ils n'ont jamais trouvé la solution du malaria. Pourquoi Parce que la malaria ne les concerne pas. Donc aujourd'hui, nous les Africains, nous devons prendre nos responsabilités. Que les Occidentaux comprennent que les Africains d'aujourd'hui, la nouvelle génération veut prendre ses responsabilités parce qu'avec eux, nous n'avons pas eu des résultats. Nous n'avons pas eu des conclusions favorables à notre peuple, à notre race noire. Donc aujourd'hui, les Africains vont se prendre en charge et tous les Africains, nous devons être ensemble. Si nous avons des individus qui veulent travailler pour les intérêts des Occidentaux, nous devons les mettre hors état de nuire. Parce que les Occidentaux travaillent, combattent pour leurs intérêts. Nous aussi, les Africains, nous devons combattre pour notre intérêt. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso tue, comme il massacre tout un peuple, le peuple Congo, au vu et au su des Occidentaux, mais aucun organisme, ni la CEDEAO, ni l'OUA, ni tous ces organismes, africains n'ont jamais réagi contre le massacre et le crime commis par Denis Sassou Nguesso. Mais pendant ce temps, quand le peuple va se réveiller pour revendiquer leurs droits, vous allez voir que c'est là où les Occidentaux vont apparaître pour venir sanctionner un peuple qui va se faire le self-défendre, qui va vouloir se défendre. C'est ce que nous sommes en train de voir au Mali, c'est ce que nous sommes en train de voir au Niger, c'est ce que nous sommes en train de voir au Burkina Faso. Quand les peuples se réveillent, c'est le peuple qui est puni, c'est le peuple qui est sanctionné. Voilà ce que
la complicité des Occidentaux contre le bien-être des peuples. Vouloir aller attaquer, sanctionner tout un peuple pour juste pour l'intérêt d'un individu qui est le président soi-disant élu démocratiquement. Mais la démocratie en Afrique, ça nous a apporté quoi? Nous avons vu que cette démocratie occidentale que les Occidentaux veulent nous ramener comme si c'était la solution à tout, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché en Afrique. Ça n'a pas marché en Afrique. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette démocratie? Mais c'est parce que c'était une fausse démocratie. Ce n'était pas une démocratie adaptée à nos mœurs, adaptée à nos cultures, adaptée à notre bien-être. Et cette démocratie, elle est favorable aux Occidentaux, aux intérêts des Occidentaux. Sinon, comment est-ce que nous allons comprendre que Denis Sassou Nguesso peut rester au pouvoir pendant plus de 40 ans? Parce que si nous prenons la totalité des années que Denis Sassou Nguesso a passé au pouvoir, c'est plus de 40 ans. Donc, quelle démocratie du monde que nous avons vu un président rester au pouvoir plus de 40 ans? Dans la démocratie, alors que son peuple meurt de faim, alors que son peuple demeure dans une pauvreté, alors que son peuple vit dans une insécurité, alors que ce même président démocratiquement élu, soi-disant selon les Occidentaux, vivent dans la pauvreté. Les Occidentaux ne vont pas nous dire qu'ils ne sont pas au courant du plan Mouebara. Denis Sassou Nguesso ne fait jamais rien sans passer par les Occidentaux. Le plan Mouebara, il est là. Le plan Mouebara, il est là. Le plan Mouebara, il est là. Signer le décret de défense des Mboshi pour massacrer les peuples africains. Voilà la signature de Denis Sassou Nguesso. Ce décret-là, c'est devant, ça se passe sur le desk, dans les bureaux des Occidentaux, ce décret-là existe. Ce décret-là existe. Et ce décret, c'est le plan Mouebara qui dit plan d'activité du trimestre du 4e de l'opération Mouebara de janvier, le 1er octobre 1999. Voilà. Le plan Mouebara. Ceci, voilà. Et le 7 janvier 2000, voilà ce qui avait été rédigé. Voilà ce qui avait été rédigé. Je vais vous le lire. Opération générale à la réunion du comité mixte d'action spéciale du 07 janvier 2000 à Brazzaville. Chers membres du comité mixte d'action spéciale, comme je le fais traditionnellement depuis octobre 1997. Depuis 1997. Après tous les discours officiels que j'ai tenu ces derniers temps, lesquels, comme vous le savez, bien sont destinés aux chancelleries étrangères et au grand public, mais non aux hommes du pouvoir que vous êtes. Je tiens à réaffirmer devant vous les grandes orientations qui doivent guider notre action pour cette année 2000. Celle-ci résulte des engagements que nous avons pris ensemble lors de notre première réunion du 10 novembre 1996. Vous entendez les dates, hein? 1996, sur la prise du pouvoir, sur les techniques de sa consolidation et les moyens de sa pérennisation. Il vous appartiendra au cours de cette première réunion annuelle d'y réfléchir et d'en déterminer les modalités d'application. Je dois vous rassurer que les accords
Vous avez vu, les accords signés ça et là s'inscrivent dans le cadre des diversions prévues dans notre stratégie nécessaire pour notre image et ne doit en aucun cas entamer votre morale. Nous devons continuer de nous appuyer sur la force comme moyen essentiel de la conservation du pouvoir. Je ne vais pas tout vous lire. Ce document de Mouebara est sur les réseaux sociaux et public. Donc, vous avez entendu. Avec ça, les organismes internationaux n'ont jamais intervenu. Ça, c'est pas un document secret. Bien sûr que c'est secret pour les peuples, mais c'est un document que les Occidentaux ont sur leur bureau. Donc, les organismes, l'OUA, n'ont jamais intervenu. Quelqu'un qui dit que leur pouvoir, comment on appelle ça, je vais lire le dernier, nous devons continuer de nous appuyer sur la force comme moyen essentiel de conserver le pouvoir. Ils n'ont pas dit nous devons nous appuyer sur les peuples pour quoi que ce soit, mais sur la force comme moyen de conservation. Et sur l'autre paragraphe, il dit « Au demeure, je ne peux manquer de vous rendre un vibrant hommage pour les victoires remportées jusqu'à ce jour, malgré un environnement caractérisé par un tintamarre médiatique contre notre régime, le régime des Mbushi. Vous avez su appliquer le célèbre précepte de Mao Zedong, Mao Tse-tung. Le pouvoir est au bout du fusil. Alors, si le pouvoir est au bout du fusil, donc ce n'est pas le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir qui est au bout du fusil. Donc, nous, les peuples, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons répliquer. Parce que nous avons vu que eux, ils ne vont jamais lâcher le pouvoir dans les dialogues, dans les négociations ou quoi. Leur pouvoir est maintenu au bout du fusil. Donc, peuples africains, peuple Congo, nous devons obtenir les armes pour défendre notre peuple, pour se défendre, pour défendre ce qui nous appartient. Ils ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir par les dialogues. Ils ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir pour vivre ensemble. Ils ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir dans les négociations. Donc, ce qui nous reste, nous devons nous battre. Nous devons nous défendre. Peuple Congo, partout où vous êtes au monde. Réveillons-nous, mettons-nous ensemble pour combattre notre ennemi. Les intérêts des Occidentaux, c'est de maintenir ces petits gangsters qu'ils ont emmenés dans leur loge pour contrôler le monde, pour contrôler nos peuples. Alors, si nous ne nous réveillons pas, nous allons nous retrouver sans terre, sans nos biens, parce que notre terre sera envahie par les Occidentaux, par les étrangers. Mais pour continuer, nous allons encore laisser un autre intervenant dans cette conférence de Lomé nous parler encore plus nous allons entendre un autre intervenant de ce sommet de Lomé. Écoutons attentivement et après nous allons nous séparer. Une intervention armée. Donc, je voudrais m'arrêter ici dans mes questions. Mais nous avons le privilège ce matin donc d'avoir un panel de très haute qualité qui va nous aider à décortiquer donc tous ces éléments. Le premier intervenant sera mon frère, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, que je n'ai pas besoin de vous présenter, oui, et à qui je voudrais tout de suite donner la parole. Monsieur le ministre. Oui.
Donc, ce monsieur quand Merci il parle, oh, les Maliens, dis donc, le gouvernement malien. De te retrouver ici en ces qualités. Et je me réjouis naturellement de l'honneur qui m'est fait d'être sur ce podium avec d'éminentes personnalités, dont notre doyen Koko Kofigo, qui a été un des pères qui ont quand même en tout cas dessiné le chemin de transition que nous aurons bien voulu éviter sur notre continent. De prime abord, permettez que je puisse, au nom des plus hautes autorités du Mali, saluer le président Faure Ezosimna Gnassimbe, président de la République togolaise, le gouvernement togolais pour cette belle initiative de nous convier ici à Lomé, comme vous le dites si bien, capitale du dialogue, de la tolérance, de la paix et de la réconciliation, fidèle à la tradition qui a été fixée depuis des années par ce pays. Je pense que c'est vraiment très très important de se trouver ici. Je voulais en particulier saluer l'activisme, j'allais dire le dynamisme de notre frère Robert Dussé, qui porte brillamment, mais aussi éloquemment, avec efficacité et discrétion, la voix du Togo, mais pas seulement l'action du Togo au plan international. J'ai vu beaucoup de collègues ou d'intervenants hier qui se sont interrogés si c'est un forum de plus ou un forum de trop. Moi, je n'ai aucune inquiétude à ce niveau parce que ce forum n'est pas venu par accident, parce que le Togo est en train de faire ce que le forum envisage comme approche, comme vision pour notre continent. Donc le forum s'inscrit dans le cadre d'une action existence et ce que le Togo nous demande juste de faire la diplomatie, de promouvoir le dialogue pour résoudre nos problèmes. Ça peut paraître trivial ou basique, mais je pense que c'est important si on se rappelle le contexte dans lequel nous sommes dans notre région aujourd'hui, où les chefs d'État du Mali, du Burkina, du Niger, de la Guinée, leurs ministres des Affaires étrangères sont interdits de voyager dans la région. Même dans les pays en guerre, ou les pays qui se font la guerre, je crois que les ministres des Affaires étrangères doivent voyager pour résoudre. Comment nous pouvons résoudre les problèmes si on nous empêche même d'aller parler dans les pays voisins et à contrario, la CEDEAO veut envoyer des émissaires dans nos pays. On dit non, ce n'est pas acceptable. Sinon, on ne peut pas aller, vous n'allez pas pouvoir venir. Parce que le dialogue, c'est à double sens. Et même dans notre tradition africaine, mais pendant les guerres, les griots à l'époque étaient ceux qui étaient autorisés à parler. Donc je crois que ça peut paraître basique ou trivial, mais on n'a pas encore compris que les problèmes dans lesquels nous sommes confrontés, il faut que nous parlions, il faut que nous dialoguions, et que là où le Mali a trébuché aujourd'hui, d'autres pays peuvent tomber dans le même problème. Donc je crois que je voulais vraiment rappeler ça et rappeler l'importance de ce forum. Sur le thème, Smaël, je pense que tu as déjà touché à beaucoup de ces questions. Quel peut être le rôle des organisations régionales pour pouvoir accompagner les transitions? Je crois que ça veut dire qu'on a déjà un grand défi si nos organisations n'arrivent même pas à organiser le dialogue, n'arrivent même pas à nous parler, n'arrivent pas à jouer leur propre rôle pour pouvoir vraiment souder le monde. Mais moi, j'allais même dire que quel peut être le rôle des organisations régionales pour éviter même qu'on ait les transitions ou les changements anticonstitutionnels? Parce que c'est ça, on est en train de traiter la maladie, on n'est pas en train d'agir sur les symptômes. Et par rapport à cela, je veux mettre 2 points d'entrée de jeu. C'est d'abord pour dire que le multilatéralisme, il faut le comprendre, reste et a un rôle important et essentiel à jouer dans la recherche de la paix, aussi dans la recherche de la sécurité. Le deuxième élément, c'est de comprendre que pour nous tous, l'intégration régionale, la coopération régionale demeure aussi des moyens essentiels pour renforcer la solidarité entre nos pays, parce que la façon dont nos organisations agissent aujourd'hui, ce n'est pas dans le sens de la solidarité. Elles sont même dans certains cas en train de tuer la solidarité. Donc, nous devons continuer à transformer
nos organisations pour qu'elles deviennent de véritables organisations des peuples pour continuer à promouvoir non seulement la solidarité, la paix, mais aussi la prospérité. Parce que quand je vois le nombre de jeunes gens qu'on a aujourd'hui dans cette salle et tous ceux qui sont dehors, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on leur apporte des réponses. Parce que si nous apportons des réponses à ces jeunes gens, nous n'aurons pas besoin d'équiper nos armées pour faire le maintien de la paix tel que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Nous devons aussi avoir ces populations à l'esprit. Comment nos organisations peuvent répondre aux aspirations de nos populations? Je pense que tant qu'on n'a pas répondu à cette question, elles ne pourront pas être utiles pour ce qui concerne les processus de transition. Donc, par rapport à cette introduction, je peux dire que le constat est amer, pour commencer. Et amer parce que nous faisons face à une double crise. Parce que vous avez parlé pas seulement des organisations régionales, mais aussi des organisations internationales. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans une double crise. Premièrement, nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Parce que nos organisations internationales, les Nations Unies et toutes les organisations qui sont affiliées, le Conseil de sécurité, sont aujourd'hui incapables de résoudre les problèmes. Le Conseil de sécurité est bloqué. Comment ils vont résoudre les problèmes que eux-mêmes ils ont créés? Sur l'attaque du bateau Tombouctou au Mali, qui a fait près d'une 60aine de morts, le Conseil de sécurité a été incapable de trouver un consensus pour faire un communiqué. Vous imaginez pas que c'est sur la question de la Palestine qu'il va pouvoir trouver. Donc nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Et ce multilatéralisme n'a pas permis de répondre aux défis, par exemple, du Mali, où nous sommes face au terrorisme. On nous propose une opération de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Pendant 10 ans, on a entretenu la menace. Mais elle n'était pas adaptée. Au Sahel, c'est pareil. La situation en Ukraine, la situation en Palestine, comme je l'ai indiqué, dans tous ces cas, comme Chergui l'a indiqué, nous sommes dans une crise de la gouvernance mondiale qu'il faut revoir pour qu'elle soit plus représentative, plus démocratique, plus juste, plus équitable. Exactement. Parce que on ne peut pas aujourd'hui demander au pays d'avoir la démocratie en interne et que les relations internationales ne soient pas elles-mêmes démocratiques et qu'un groupe réduit, un club de pays puisse diriger le monde en laissant la majorité des forces économiques, sociales, politiques qui ont émergé aujourd'hui. La situation géopolitique mondiale s'est totalement transformée, mais cette réalité n'est pas reflétée. C'est pourquoi le système multilatéral aujourd'hui, qui nous accuse, nous, régimes en transition, de ne pas être légitime, mais ce système même n'est pas légitime. Exactement. Parce qu'il ne reflète pas la réalité géopolitique mondiale. Donc nous sommes dans cette crise, mais par rapport à ça aussi, je voudrais avoir un son un peu différent. Parce que beaucoup disent, oui, il faut que l'Afrique soit au Conseil de sécurité, il faut que l'Afrique soit mieux représentée. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, nous constituons 55 pays. Mais moi, je vais mettre l'accent sur le fait que l'Afrique ne doit pas être là en nombre, mais en qualité. Exactement. En substance. Parce que si nous avons une Afrique qui vient pour être traînée par d'autres puissances, être une chair à canon qui est répartie entre les puissances, non. Si l'Afrique vient, quelle est sa valeur? Quelle voie différente elle apporte? Parce que nous, dans le cas du Mali, on a vu beaucoup de pays africains au Conseil de sécurité ne nous soutiennent pas. Ils n'apportent même pas une approche différente. Ils votent avec nos ennemis, souvent. Donc je pense que s'il y a une Afrique qui doit avoir la place, il faut que ça soit vraiment une voie différente, mais aussi une voie de plus. Si l'Afrique n'apporte pas son identité dans la gestion des affaires mondiales, je pense que ça ne sert à rien d'être content que l'Afrique est autour de la table, mais elle est autour de la table pour faire quoi? Si elle ne dit pas ce qu'elle doit dire, si elle ne parle pas au nom de nos populations, si elle ne dénonce pas, parce qu'aujourd'hui, certaines de nos organisations sont là pour perpétuer des systèmes néocoloniaux. C'est pas acceptable. C'est pas pour ça qu'on les a établis. Donc je pense que donc ça c'est le premier point, la double crise multilatérale et aussi l'instrumentalisation de ces organisations internationales, y compris au niveau du Conseil de sécurité ou d'autres organisations. On a vu la Libye a été attaquée avec une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. 10 ans après, on a le problème, ça a déstabilisé tous nos pays. Donc souvent, on se demande si ces organisations même ne sont pas là pour maintenir, entretenir la menace, pour justifier leur existence. Et
Voilà, je vais m'arrêter là. Ça, ça, ça a été, ça a été dit. Ils ont tout dit. La présence de, de ces organismes internationaux sur notre continent, dans notre continent ou sur notre continent. Voilà, c'est eux-mêmes qui créent les terrorismes pour venir se justifier de s'installer, d'apporter les solutions. Mais malgré cela, au lieu de faire semblant même de porter les solutions, mais les solutions ne font que s'aggraver. Aujourd'hui, nous avons le cas de la Libye, dont je ne cesse de vous rappeler tous les jours. Nous avons le cas de la Libye. Ils sont allés pour apporter la solution. Mais jusque-là, regardez ce que la Libye vit aujourd'hui. Nous avons connu la Libye, soi-disant dirigée par un dictateur. Mais si un dictateur donne le bien-être à son peuple, nous, cela ne va peut-être pas nous déranger. Mais si un dictateur est là pour les intérêts des Occidentaux, c'est là où ça pose problème. À ce moment-là, si la démocratie est là pour nuire aux intérêts de nos peuples, nous avons un choix à faire. Nous avons un choix à faire. Donc, cette démocratie-là dont les Occidentaux veulent toujours nous imposer leur présence, pendant que dans la République du Congo, pendant que dans la RDC, il y a plus de 20 millions de morts. Kagame à lui tout seul, à l'est de la RDC, avec son armée M23, donc ce n'est plus un secret pour qui que ce soit, ce n'est plus inconnu pour qui que ce soit. À eux seuls, à Kagame seul, après le génocide de Tutsi, Kagame aujourd'hui est en train de s'aimer une terreur à l'est de la RDC pendant 20 ans, une guerre des massacres qui se font au vu et au su de tout le monde. Il n'y a aucun organisme qui a trouvé la solution à un problème, à des morts, des viols. Donc aujourd'hui, Mukwege a été prix Nobel à cause de ces massacres qui se passent à l'est de la RDC. Mais les organismes internationaux ne réagissent pas. D'où même le ministre, le secrétaire d'État des Nations Unies est venu devant dans une interview admettre qu'ils sont capables, ils sont incapables que le M23, les terroristes, les rebelles du M23 étaient mieux équipés que eux. Vous avez compris ça? Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes organismes qui ont mis les bateaux en mer pour aller attaquer, pour aller riposter en Israël. C'est les mêmes qui mettent des millions en marche pour aller intervenir à la guerre de la Russie. Voilà comment ce que ces organismes fonctionnent. Donc ces organismes-là sont pour leurs intérêts. Mieux vaut maintenir pour eux. Il faut maintenir ces pays dans l'insécurité, dans la déstabilisation. Comme ça, ils vont justifier leur présence, comme l'a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Mais ceci n'est plus une affaire, ce n'est plus un secret pour nous, ce n'est plus un nouveau, c'est pas nouveau pour nous, parce que les médias avant, nous ne savons pas, qui n'a pas applaudi la présence ou l'arrivée de l'armée étrangère sur notre pays, dans le continent africain. Nous les avons tous applaudis parce que nous croyons que c'était eux qui allaient nous apporter la solution. Mais des décennies après, nous n'avons pas de solution. D'où encore, ce sont les mêmes qui nous parlent de la démocratie à 2 poids 2 mesures, de la justice à 2 poids 2 mesures, ça dépend de la tête du client. Sinon, autrement, j'aimerais aujourd'hui savoir, comprendre, comment est-ce qu'on peut nous parler de la démocratie en République du Congo? On peut nous parler de la démocratie en RDC aujourd'hui, nous avons vu, hein, c'était avec les accords. C'était pas, on a volé les élections, les voix des peuples pour parvenir à un accord, pour passer le pouvoir à la personne
à l'individu que le peuple n'avait pas élu. Nous voyons ça chez Kagame. Kagame, le génocidaire qui a tué les Tutsis, mais aujourd'hui, c'est lui qui obtient toutes les aides possibles pour apporter des solutions. Comment est-ce qu'un génocidaire, un rebelle, un criminel peut apporter des solutions à un peuple meurtri? Donc voilà. Aujourd'hui, nous voyons la même chose à Denis Sassou Nguesso, à qui on attribue des fonctions de trouver des solutions, quand dans son propre pays, il ne trouve pas de solution. Quand quelqu'un tue un criminel de son propre peuple, on lui donne les fonctions d'aller établir la paix dans d'autres pays. Nous avons tous vu ça. Et nous avons vu aussi le mensonge qui a permis aux Occidentaux d'aller d'aller déstabiliser l'Irak. Cette poudre, ce flacon de poudre blanc qui était censé être les produits chimiques qu'on a mis, qu'on nous a dit que le président Saddam Hussein possédait cette poudre, les armes chimiques pour détruire son peuple. Aujourd'hui, nous sommes venus avec la conclusion que cela était faux. Mais il y a quand même des coupables. Il y a quand même des coupables. Mais pourquoi ceux qui ont menti sur ça pour aller détruire la Libye, pour aller détruire l'Irak, pour aller détruire l'Afghanistan, pour aller détruire les autres pays, ne sont pas sanctionnés. Et nous, au Congo-Brazzaville, nous insistons pourquoi aujourd'hui Denis Sassou Nguesso est toujours au pouvoir avec tous les crimes. Denis Sassou Nguesso, c'est un putschiste. Pourquoi on ne donne pas une date limite à Denis Sassou Nguesso qui a pris les pouvoirs avec les armes, un délai pour que la transition soit faite, pour qu'il quitte le pouvoir? Jamais. Et qu'est-ce qu'on veut on veut nous faire comprendre qu'au Congo-Brazzaville, il y a la paix. Le Congo-Brazzaville, il n'y a pas la paix. Le Congo-Brazzaville vit dans la peur. Le Congo-Brazzaville vit dans la peur. Et ils le savent. Mais ils veulent nous faire comprendre, ils veulent nous avaler, ils veulent nous forcer à comprendre, à accepter les réalités. Denis Sassou Nguesso doit partir. Denis Sassou Nguesso doit partir. Si Denis Sassou Nguesso ne part pas, le peuple Congo doit prendre les armes pour se défendre. Et nous avons besoin de la justice. Parce que Denis Sassou Nguesso a massacré sur nos terres. Denis Sassou Nguesso, à lui tout seul, a massacré les peuples Congo. Plus de 4 millions de peuples Congo sont morts. Que Denis Sassou Nguesso a imposé une guerre à ciel ouvert. Que Denis Sassou Nguesso a dépourvu de l'eau potable, que Denis Sassou Nguesso a dépourvu de l'éducation, que Denis Sassou Nguesso a dépourvu des hôpitaux, que Denis Sassou Nguesso a dépourvu, a empoisonné. Tout ça là aux yeux de ces nations, de ces organismes qui sont censés apporter la paix. Quelle paix, d'apporter des solutions. Quelles solutions que nous avons trouvées. S'il y avait des solutions au Congo-Brazzaville, nous, les mamans Olga, nous ne serons pas ici dans ces pays pour pouvoir rester ici pour éternellement. Voilà. Donc, nous devons être réels et aujourd'hui, nous avons pris notre courage à indexer ces personnes, ces responsables qui détruisent notre continent. Nous ne pouvons pas comprendre, nous sommes dans un continent riche, parce qu'aujourd'hui, ils ne vont pas le nier que l'Afrique, c'est le continent le plus riche, c'est le berceau de l'humanité. Ils ne vont pas le dire, parce qu'ils n'ont jamais dit que l'Afrique, c'était un continent pauvre. Mais un continent riche qui détient les pays, qui ont les pays les plus pauvres du monde. Est-ce que vous pouvez trouver ça normal? Nous allons continuer à vous le dire et à le répéter tous les jours haut et fort. Les peuples africains doivent prendre leurs responsabilités. Voilà le message que j'avais ce matin, c'est venir réveiller les consciences de nos peuples, dénoncer, éduquer, sensibiliser, mobiliser notre peuple. Nous sommes en guerre.
ces guerres que vous êtes en train de voir. Nous au Congo-Brazzaville, on nous a imposé une guerre depuis des décennies par Denis Sassou Nguesso, par le peuple Mboshi, par le gouvernement Mboshi, où eux-mêmes ils ont déclaré « Nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé ». Cela a été dit par le conseiller neveu de Denis Sassou Nguesso aux yeux de cette communauté internationale. Et ce même Dominique Okemba, le conseiller de Denis Sassou Nguesso, du Mboshi Denis Sassou Nguesso, qui est venu de l'étranger, Denis Sassou Nguesso, le béninois ivoirien qu'on nous a imposé dans notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso ne peut pas trouver des solutions, ne peut pas apporter le bien-être au peuple Congo, parce que c'est un étranger qu'on nous a imposé sur notre terre pour venir faire ce boulot de tuer les peuples Congo sur leur propre terre. Donc voilà, c'est le message que j'avais à donner à notre peuple. Donc bonjour, bonsoir à tous les peuples africains ainsi que les peuples Congo de partout dans le monde où vous êtes. Bienvenue et welcome sur la chaîne de Maman Olga, la gouverneure de Mpangala, le mur de Mpangala, la gardienne du temple de Mpangala, la maman des voix sans voix. Je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, ça c'était le message de votre maman, la maman de la Fédération Congo, la maman du Conseil fédéral. Nous sommes ensemble. Réveillez-vous là où vous êtes. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Signez massivement la pétition de la Fédération Congo, car c'est le seul chemin qui va libérer notre peuple, qui va libérer nos terres, qui va protéger les intérêts de notre peuple Congo. Nous sommes en deuil aujourd'hui. C'est la mort, le décès du leader Némoana Nsemi, le président d'Ibundu Dia Congo. Alors, peuple Congo, nous sommes tous ensemble. Aujourd'hui, nous avons ces couleurs venues de Dieu, les couleurs par coïncidence. J'ai remarqué aujourd'hui que Némoana Nsemi portait les mêmes couleurs que nous avons aujourd'hui, le bleu, blanc, jaune. Alors vive la Fédération Congo, le peuple gagne toujours, nous sommes ensemble.